Je vous présente aujourd'hui notre 588e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, restaurants, bars, fermés dans toute la métropole marseillaise dès demain samedi 22h. Le président de région porte l'affaire en justice. Que pensez-vous de cette décision inattendue de la part du gouvernement ? Je pense que la situation de l'épidémie est sans doute plus grave qu'on ne nous l'annonce. Et on veut éviter d'un côté la panique en disant la vérité, mais non plus on veut quand même faire en sorte que là où ça peut être enrayé, on l'enraye. C'est ce qui se passe à Marseille, et l'indignation des Marseillais me paraît un petit peu excessive, compte tenu des circonstances. Cela étant, ils ont le sentiment, évidemment, d'être un petit peu victimes de l'ostracisme gouvernemental. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une affaire de grande importance. Nous allons connaître des éléments plus graves que cela. Oui, mais Président, pourtant, hier, le professeur Raoult intervenait et minimisait l'importance, justement, de la gravité, disons, de la situation sanitaire. L'une des causes du trouble de l'esprit public tient aussi au fait de la contradiction permanente qui existe entre les différents facteurs médicaux, les professeurs, les assemblées, les conseils, les comités, etc. Donc je crois que la situation évolue de façon plutôt négative pour l'instant, puisque le nombre ne cesse d'augmenter tous les jours. Attendons, mais je pense que nous sommes entrés dans une deuxième phase qui, je l'espère, n'aura pas l'importance de la première. Bien, alors vous vouliez revenir, Président, sur une toute autre affaire, l'affaire de la jupe de Strasbourg. Ah oui, c'est un incident qui révèle une situation dont personne n'ose parler. Je rappelle qu'il y a 700 espaces de non-droit en France. Et que dans ces espaces, où règne en quelque sorte la dictature des extrémistes musulmans, eh bien, on ne porte pas la jupe ni la robe. On porte le pantalon ou alors la robe jusqu'aux pieds, comme les Fatma. Voilà la vérité que personne n'ose dire. Dans les débats auxquels j'ai assisté, tout le monde tourne autour du pot pour ne pas prononcer le mot musulman, ni le mot maghrébin, ni le mot turc, qui sont des mots sacrés, alors qu'il faudra regarder la vérité en face s'il est encore temps de la purger. Donc c'est eux qui décident des lois, c'est eux qui font, en quelque sorte, ils appliquent quoi, la charia ? Oui, ils appliquent la charia, ils appliquent une hostilité qu'ils ont à l'égard de notre comportement de vie, à l'égard du pays dans lequel ils vivent et auquel ils devraient être particulièrement reconnaissants de les entretenir, mais au contraire, un bienfait n'est jamais pardonné. Oui, dont font partie d'ailleurs, par exemple, les mariages trop bruyants. Oh. Écoutez, là aussi, personne n'ose dire que les mariages trop bruyants sont exclusivement des mariages musulmans. Les mariages chrétiens ou même agnostiques ne se font pas dans ces conditions-là. Bon, encore une fois, la peur domine la réaction de la société française face à la menace d'invasion qui ne va cesser de s'aggraver du fait de l'augmentation de la population mondiale. Le phénomène, nous sommes en guerre démographique. Personne n'ose le dire. Le fait que la population mondiale soit passée en 50 ans de 2 à 8 milliards d'habitants, ou près de 8 milliards, eh bien, elle nous annonce l'aggravation mécanique, automatique de tous les phénomènes que nous connaissons. Et c'est pour ça que nous ne faisons pas le poids. Mais alors, pourtant, ça n'empêche pas le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, de parler d'incivilité. C'est quand même un terme un peu abusé, non ? Oui, mais on appelle les crimes des délits. On parle de délinquants quand il s'agit de criminels à tous les échelons, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les déclarations officielles. Il y a la volonté d'atténuer le choc que pourrait provoquer la vérité sur les Français. Voilà.
Et c'est la politique de l'autruche qui se cache la tête dans le sable. Alors, nouveau rebondissement, Président, dans l'ignoble affaire Michel Fourniret. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous vouliez en parler. C'est-à-dire que, écoutez, il y a quelque chose qui me choque. C'est que personne n'ose nous dire aussi, là, le prix de cette procédure qui dure indéfiniment. On promène M. Fourniret accompagné d'escortes importantes, ici, de là, etc. On parle de lui, on le valorise, alors que c'est un abominable criminel, une crapule qui aurait dû depuis longtemps cracher sa tête dans le sac. Malheureusement, il n'y a plus de peine de mort pour des monstres de cet acabit, et on est acculé en quelque sorte à le garder en prison à nos frais pendant X années, on ne sait pas combien, peut-être 10, 20, 30 ans. On peut vivre vieux dans ces conditions. Alors justement, pour revenir à cela... Je voudrais d'ailleurs dire là quelque chose, c'est que les adversaires de la peine de mort, malheureusement, ne sont pas, en tous les cas, ne peuvent pas être capables d'enrayer la peine de mort pour les victimes. Car il y a des peines de mort, n'est-ce pas ? La jeune fille qui a été tuée et violée par un récidiviste qui avait déjà été condamné 18 fois pour 18 viols différents et qui a été libéré par anticipation. Il y a là des responsabilités d'un certain nombre de magistrats qui sont criminels, il faut le dire. Oui, une jeune fille, une petite jeune fille, oui, de 9 ans. Mais alors justement, pour en revenir à cette abolition de la peine de mort, pensez-vous qu'il soit envisageable, est-ce que son rétablissement soit envisageable, plausible ? On le fera, mais trop tard. Comme la plupart des réactions qui sont celles qui sont provoquées dans l'opinion, c'est le rôle des hommes politiques, c'est le rôle des vigies, d'avertir à l'avance, à condition qu'on tienne compte de leurs avertissements. Hélas, ça n'est malheureusement pas le cas, et il faut attendre généralement le dernier moment, celui justement où il est trop tard, pour que les réactions se produisent. Alors, l'écrivain polémiste Hervé Ryssen a été incarcéré vendredi passé, il y a une semaine, pour, comme vous le savez, délit d'opinion. Alors, vous en avez parlé, vous avez tweeté à cet effet. Donc, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ? Il y a un proverbe afghan qui dit « Tu as dit la vérité, saute sur ton cheval et cravache ». Voilà, il n'est pas bon de dire la vérité. Elle est bonne à dire, pas agréable à entendre. Et ceux qui la disent prennent de gros risques. C'est le cas d'un certain nombre d'écrivains, et on ne voit pas pourquoi on n'appliquerait pas à Ryssen, ou à Soral, ou à Dieudonné, ou à Stéphane Blett, le pianiste, les mêmes règles que celles qu'on applique à la gauche et à l'extrême gauche. Ou à Jean-Marie Le Pen. Ou à Jean-Marie Le Pen, voilà. Alors, il y a là quelque chose d'inacceptable. La justice en France n'est pas équilibrée. Elle penche à gauche. Alors, revenons aux États-Unis. Il y a du rififi dans l'air autour de la Cour suprême américaine. Vous vouliez revenir sur ce sujet ? Il y a eu un incident lors des obsèques de Mme Ginsburg, qui était une des sénatrices juge, n'est-ce pas, juge suprême. Mais nous savons bien que quoi que fasse Trump, il a toujours tort. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse sec, c'est toujours de la faute de Trump, n'est-ce pas? Et en attendant, ça ne l'empêchera pas, je le crois, j'en suis persuadé, et je le souhaite, qu'il soit réélu. Parce que sans savoir exactement quelles sont les lignes directrices de sa pensée, il me suffit de regarder la tête de ses adversaires, il me suffit de regarder, de lire leurs déclarations pour savoir de quel côté le droit doit pencher. Alors, cher Président, vous avez quelques lectures, dont une très sympathique. J'ai lu beaucoup, je lis beaucoup, non. Je ne lis pas beaucoup parce que je lis le soir généralement avant de m'endormir, mais j'en ai retenu deux. Un que j'ai mis longtemps à lire
Parce que la mode maintenant des écrivains qui écrivent des romans policiers, c'est d'écrire de grands livres, de gros livres. Et pour cause, c'est que ces romans policiers laissent peu de place à l'intrigue qui justifie leur dénomination et sont en fait des ouvrages littéraires, souvent de qualité comme celui-ci, qui est de Valentin Musso, qui s'appelle Dernier été pour Lisa, et qui est produit, je crois... Édition du Seuil. C'est l'édition du Seuil. C'est un livre assez remarquable, mais évidemment, on met longtemps à attendre le résultat des investigations et de l'enquête. Or, un roman policier doit avoir lui-même son propre sel, en quelque sorte. Bon, bref, en tous les cas, c'est un bon livre. Musso est un... Ils sont deux, d'ailleurs. Il y a deux Musso. Il y a un Guillaume Musso et un Valentin Musso, qui sont tous les deux écrivains de romans policiers. Ils sont concurrents. Bon. Et puis, un ouvrage qui m'a rajeuni, qui s'appelle... qui est un ouvrage de monsieur... Pierre Ripert. Pierre Ripert, 200 récitations de notre enfance. Alors là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Il y a des chansons enfantines, mais il y a aussi des fables de La Fontaine ou de Florian, et des poèmes de Musset, de Hugo, etc. Et c'est très rafraîchissant. Je dois dire que je n'ai pas absolument lu tout ce qu'il y a dans le livre. Il y a des choses qui m'ont échappé dans mon enfance, semble-t-il. Mais je ne suis pas non plus un enfant universel. Et par conséquent, j'en ai lu quand même une bonne partie. Je n'ai pas tout à fait fini, d'ailleurs. C'est récréatif et le soir, ça me permet de m'endormir calmement. Comme un bébé. C'est un bain de jouvence, en quelque sorte. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment, cher président. Vous êtes en forme, oui, quoi que vous disiez, mais vous trouve très en forme. Voilà, vous avez très bonne mine. Pour vous que ça dure. Ça va durer. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci.